Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Au Tchad, où le président de la transition appelle ses compatriotes aux urnes le 17 décembre 2023 pour adopter la nouvelle constitution. Mahamat Zang. Monsieur Bamaré disait avant la pause quelque chose d'intéressant. Depuis plus de 30 ans, la période de transition aura été la période historique où des Tchadiens ont pu se parler, où des Tchadiens ont pu penser ensemble l'avenir de votre pays, même si tout le monde n'a pas accepté, la main tendue n'a pas accepté le dialogue, mais ça a été quand même un creuset où vous avez pour la première fois depuis des décennies créé un cadre de discussion pour parler de l'avenir du Tchad. Ça au moins c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'actif du pouvoir actuel. Le dialogue doit, à mon avis, se poursuivre et la transition doit être totalement, je dis bien totalement, inclusive. Il y a encore des compatriotes qui ne participent pas à ce processus. Il y a des groupes armés qui sont assez puissants et qui ne sont pas non plus dans la gestion des affaires. Il y a également des partis et des organisations politiques. Il y a une bonne partie de la société civile. Je pense que le dialogue là est encore inachevé et qu'il va falloir le continuer si on veut réellement apaiser les esprits, construire le pays et aller de l'avant. Ce ne sont pas les ressources humaines et les ressources matérielles qui manquent, mais il y a réellement une question de gouvernance dans ce pays-là qui se pose. Voyez-vous, la Constitution telle qu'elle a été adoptée, je crois que c'est en 1996, après le dialogue national souverain, où les responsables, n'est-ce pas, du bureau du dialogue ont été élus, la Constitution disait déjà que le Tchad serait un État fortement décentralisé. Or, l'ancien régime, sous la tutelle de M. Idriss Déby Itno, n'a jamais appliqué dans la réalité la décentralisation et les collectivités autonomes n'ont jamais pleinement exercer leur rôle. Est-ce que après cette constitution-là, ça va se faire? Est-ce qu'il y aura une meilleure gouvernance? Est-ce que les nominations fantaisistes? Est-ce que le nombre pléthorique de généraux? Est-ce que tout cela va changer pour que tout le monde puisse travailler ensemble à l'édification de ce pays? Ça, c'est un vœu. Le président, le 9 octobre dernier, dit dans son discours à la télévision, je le cite, « Le tableau est satisfaisant et le pays est dans la bonne direction. Pays que certains voulaient faire retomber dans la violence et l'abîme. » Monsieur Bamaré, parlons des enjeux de cette constitution, de ce projet de constitution, puisque le président appelle les Tchadiens à se déplacer le 17 décembre pour adopter cette constitution. Dans certains pays qui ont connu la transition, un peu comme vous la connaissez aujourd'hui, on prend soin d'inscrire dans le projet de constitution que les dirigeants de la transition ne se présentent pas à l'élection présidentielle. Sauf que dans ce projet-là, il n'est pas fait mention de cette inscription. Ça veut dire quoi? Ça laisse présager quoi? Que les responsables actuels de la transition du Conseil militaire peuvent très bien être candidats? Je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à cette question qui est quand même assez... Mais la question a été traitée lors du dialogue national. Le président de la transition et les autres responsables peuvent être candidats. Mais donc ça je ne peux pas répondre que la question était que est-ce que le gouvernement, le président actuel, pouvait se présenter pour pouvoir être candidat aux prochaines élections? Juridiquement et politiquement,
il en a la possibilité. Oui. À une seule condition, c'est que comme c'est les militaires, il doit juste se mettre en retrait pendant 6 mois. Des fonctions militaires. C'est ça. On peut bien supposer qu'il sera candidat. Donc, vous me direz que vous n'êtes pas dans le secret. Je ne suis pas dans le secret moi pour pouvoir répondre à cette question. Je peux vous poser une question, monsieur, mon très cher Bamari. Vous avez vu que le président de la transition a effectué des visites dans toutes les régions du Tchad. Sa dernière rencontre s'est terminée dans la ville de N'Djamena. Et en même temps, pour le président de la transition, il a fait quand même énormément de promesses à chacun de ses déplacements. Or, en principe, la transition, elle s'arrête en décembre 2024. Non, mais ce qui est certain, c'est que le président Mamadi Déby s'est engagé à pouvoir aller visiter les compatriotes dans leur province. Bien sûr. L'objectif, c'est aussi de parler de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum. Ça, c'était très important. Il fallait qu'il aille rencontrer ses compatriotes, discuter avec eux, voir si les éléments qui sont mis dans cette nouvelle constitution qui sera adoptée et puis promulguée, bien sûr, puissent également, s'ils avaient des doléances, s'ils avaient des questions, s'ils avaient quelque chose à dire, de pouvoir lui dire. Les promesses, tout homme politique, où qu'il soit, est obligé de pouvoir promettre un changement au peuple ou aux personnes qu'il rencontre. Sa tournée, qui était positive à tous les niveaux, a permis à ce que les compatriotes connaissent ces jeunes présidents. Je pense qu'il est très important que les Tchadiens se préparent à apporter un réel changement dans ces pays-là. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez des cas des nominations ou des... Il parlait de nominations fantaisistes. Moi, je pense que ce problème a été maintenant pris en main par le gouvernement et actuellement, on est en train de faire la chasse à tous les salariés fictifs. On en a trouvé 7000. C'est vrai. 7000 salariés fictifs, dont il y a au moins 7000 diplômés qui sont sûrement en chômage, qui auraient pu occuper ces postes. C'est vrai. Donc il y a un travail ce travail a été déjà fait dans l'armée. Et maintenant, c'est dans le secteur public que ces investigations se mettent en place. Donc j'espère que après la Constitution, après avoir voté la Constitution et pourquoi pas élire les nouveaux dirigeants du pays. Bien sûr. Ces problèmes, je pense qu'on va quand même... Ça, c'est un point très intéressant et très positif que soulève Monsieur Bamari. Cette campagne de salubrité qui se fait aujourd'hui dans la fonction publique avec... C'est beaucoup d'argent que ça coûte au budget national, le fait que 7000 personnes fonctionnaires émagent au budget national. Mais on peut dire que il prend les problèmes à bras le corps, finalement, le président de la transition, même si vous lui prêtez des ambitions présidentielles. C'est à quoi il a droit. Naturellement qu'il a droit. Il est tchadien, bien sûr. Il n'a pas été condamné, il jouit de ses droits. C'est normal qu'il puisse être candidat. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on a une armée tchadienne qui doit avoir au bas mot quelque chose comme 500 ou 400, je ne sais pas, généraux. Vous représentez la masse monétaire et le poids sur le budget de l'État. En plus, ces différents généraux, je ne parle pas seulement d'eux, ils ont des avantages matériels, des voitures, l'électricité, ils ne la payent pas, l'eau non plus, alors que dans plusieurs quartiers de la capitale, les délestages sont quotidiens. Quotidiens. L'insécurité est grandissante dans la ville. Vous voulez dire quoi, M. Zanki? Il y a trop de généraux dans votre armée? Écoutez, une armée comme l'armée tchadienne, là, 500, 400, 500 généraux, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal, mais c'est-à-dire, vous avez oublié, M. Zang, de parler que
ces derniers jours, il y avait eu des généraux qui ont été mis à la retraite. Et d'autres qui ont été nommés aussi. Mais non, ceux qui sont nommés sont plus faibles par rapport au nombre de... C'est pour les postes techniques qu'ils ont été nommés, c'est pas uniquement pour compenser ceux qui sont mis à la retraite. Donc, c'est un système de vase communiquant. Mais on non, enlève certains, on ramène... Justement, le problème, mais on peut dire que votre pays est vaste. Il faut sécuriser les frontières du Tchad. Ce n'est pas une petite affaire. Mais Monsieur Bamaré, comment se fait-il que cette armée qui allait combattre en République démocratique du Congo, qui est allée en Centrafrique, qui est allée au Mali, comment se fait-il que cette armée qu'on nous décrit comme... Je suis sûr qu'il y a des officiers de qualité dans cette armée-là. Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Et des gens très braves qui connaissent le métier des armes. Il n'y a pas de souci. Mais en 2006, les rebelles sont entrés dans la capitale. En 2008, pareil. Donc cette armée-là, elle est défaite par des rebelles. Non, mais vous parlez de 2006, ils sont rentrés. 2008, ils sont rentrés. Et tout à l'heure... Et en 2019, l'armée française a été obligée de bombarder des colonnes de rebelles pour empêcher justement notre incursion. Non, mais je ne sais pas si vous êtes décidé à pouvoir casser, comme on dit, les œufs sur l'armée. Mais ce qui est certain, c'est que... Non, j'ai dit qu'il y avait des gens de valeur. Hein. Ce que l'armée tchadienne, comme disait M. Togbé, le Tchad est vaste. C'est vrai. Les frontières du Tchad ces dernières années, les années dont vous citiez, sont tellement... Ouais. Ces frontières sont poreuses. Surtout après le démantèlement de la Libye. Et le démantèlement de la Libye a permis à ce que tous les armements qu'il y avait là-bas se sont déversés vers les pays du Sahel. C'est vrai. Ce qui est certain, c'est qu'au Tchad, on a essayé quand même de conserver ces havres de paix et sécuriser également la population pour pouvoir empêcher qu'il y ait des débordements. L'armée tchadienne est une armée digne, totalement mondialement. Oui. Le nombre de généraux, ça c'est un problème d'organisation et je pense que dans les années à venir, ça sera au nombre du besoin, ça sera plutôt pas le nombre, comme vous le dites, mis en place par un nombre qui ne sert pas à grand-chose. Bon, bref, je pense que l'avenir du Tchad, que ce soit au niveau militaire ou au niveau politique, c'est une assurance qui se met en place. C'est une assurance qui se met en place, mais on pourrait vous objecter que vous aussi, d'une certaine manière, vous participez au pouvoir actuellement, puisque votre président est le Premier ministre actuel. Oui, monsieur Kebzabou, avec lequel j'ai de très très bons rapports sur le plan humain, sur le plan... Il n'y a pas de contestation. Vous auriez été à sa place, que vous n'auriez peut-être pas accepté la primature dans ces conditions, dans le contexte d'alors? Je ne suis pas à sa place. Oui, c'est ça, on est d'accord. Donc, il a fait un choix qui est le sien, qui est parfaitement respectable. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de... Il faut servir son pays. Moi, je n'accuse pas les hommes. Moi, je regarde le système, comment il fonctionne, quels sont les résultats qu'il donne ou ne donne pas. Et c'est dans cette optique-là seulement qu'on essaie d'analyser, parce que nous aimons tous notre pays et on voudrait que les gens vivent mieux. Oui. C'est ça le plus important. Ça, c'est le souhait. C'est ça le plus important. Et en sécurité. Surtout. Et en sécurité surtout. C'est le premier des biens. On va dire quoi? Qu'est-ce qui va se jouer le 17 décembre prochain, date du référendum? On peut supposer que... Oui, dites-nous. Les Tchadiens vont voter en leur âme et conscience. Ils ont ces projets de constitution qui a été élaboré d'une façon collégiale, avec que ce soit l'opposition ou que ce soit le pouvoir avant la transition. Ils vont, si le oui remporte, cette constitution sera mise en application et on espère de tout cœur qu'il y aura des élections, que ce soit au niveau communal, au niveau des législatives et également sénatoriales. Et ça permettra à ce qu'il y ait un nouveau Tchad qui se mette sur la sellette. Qu'est-ce qui se joue le 17 décembre selon vous? D'abord, un constat s'impose. Une partie
de la population tchadienne est plutôt pour une fédération. Il y a des gens qui se sont prononcés, hein, certains responsables politiques. Je ne dis pas que le phénomène est majoritaire, hein, mais ça existe, ce courant-là. Ils ne veulent plus d'un Tchad unitaire. Non, ils veulent une fédération. Mais je crois que là également, il y a un problème qui se pose. En fait, c'est la mauvaise gouvernance, là. Le fait que, quand on regarde, par exemple, la liste des fonctionnaires, la liste des personnes qui sont nommées à des postes de responsabilité, on a l'impression qu'ils sont tous issus de la même région. Ça, Il y a le fait qu'il y a une impunité. Les auteurs de massacres, de crimes, qu'ils soient économiques ou contre des humains, n'ont jamais ou très peu été présentés à la justice, et donc il n'y a pas eu de procès. Donc ce sentiment d'impunité quasi permanente fait que les gens se disent, bon, ben, écoutez, si nous sommes ensemble, ça ne marche pas, donc on va se séparer. C'est un peu ça, hein. Je ne dis pas que c'est la scission, mais ce phénomène-là existe. Or, le projet de constitution tel qu'il est proposé, il qui va être soumis donc à l'approbation de la population, ne mentionne pas l'option fédérale. Non, pas du tout. Ça change pas. La forme de l'État la forme, justement, c'est ça le problème. Or, lors du dialogue national, il a été dit que, comme c'est un sujet clivant au niveau du dialogue, on va le soumettre à référendum. Oui, mais le problème, c'est qu'à la fin, on ne parle plus de fédération. La question est éludée. Non, mais ça, c'est juste ça, c'est un des problèmes qui risque de se poser. Et moi, je suis beaucoup plus inquiet pour le Tchad. C'est très bien qu'il y ait une nouvelle génération. Vous voyez bien que le Soudan est à feu et à sang. C'est vrai. La Libye, il n'y a pas d'État, il y a des groupes armés. La situation, comme vous l'avez évoqué, avec Boko Haram est instable. On ne sait pas combien de temps encore M. Paul Biya, qui est depuis 40 ans au pouvoir, quelle sera la suite. Et j'ai peur qu'il y ait une autre scission au Soudan, dans cette région du Darfour, là, qui est extrêmement riche, et que on ne connaît pas très bien la position des Américains. Est-ce qu'on ne risque pas, nous, de faire les frais de cette configuration sous-régionale? La question que vous posez... je suis inquiet pour mon pays. Suppose quoi? Les Tchadiens ne veulent plus être ensemble dans un Tchad unifié? Non, je pense que globalement, tout le monde veut être ensemble. Mais comme il y a énormément d'injustices, comme il y a l'impunité, comme il y a des massacres, les gens se disent, attendez, on va peut-être... si l'ancien régime, celui de M. Idriss Déby Itno, avait appliqué la décentralisation, avec transfert de compétences et des moyens. Surtout aux collectivités autonomes. Ça n'a pas été fait. Les maires n'ont pas... juste certains ont été élus. On a vu que lorsque l'opposition les gagnait, on a arrêté le système. Tous les gouverneurs, les 23, ils sont nommés. Les préfets, ils sont nommés. Et même la CONAREC... Normalement, les préfets sont nommés, ils ne sont pas élus. Oui, les préfets, je veux bien, mais les gouverneurs de région et les maires n'ont jamais été élus. Et puis, en plus, il y a une autre question qui peut, sur le plan juridique, avoir son sens. C'est que les présidents de la CONAREC, la commission qui est chargée d'organiser le référendum, c'est toujours le gouverneur qui est le président. Non, mais le CONAREF, c'était... Ce ne sont pas les militants ou les représentants des partis politiques qui ont décidé, c'est le ministère de l'administration du territoire qui les a désignés. Le CONAREF est un organisme administratif. Pour le moment, on n'a pas encore parlé des élections. On a parlé des recensements. Le CONAREF a fait un travail de recensement au niveau national. Ils ont établi une liste des électeurs qui sont inscrits, qu'ils ont soumis au gouvernement. On espère. Vous avez vu les ratés qu'on a eus ici. Il peut y avoir toujours des ratés. Absolument. Je propose qu'on Makuntkouro se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre discussion, notamment pour évoquer l'après-référendum prévu le 17 décembre 2023. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine.